je ferai juste un commentaire sur la vague qui vient de se produire, et puis après, vous sortez de la situation. Ce qui veut dire qu'à écart, on a bouclé 3 tranches de 5 minutes. Donc, s'il y a des questions, des remarques sur ce que vous voyez plutôt cette fois-ci, dans cette deuxième partie, et là du coup, comme c'est fini, la simulation, on va pouvoir vous répondre en direct. Oui. Je trouve très intéressant la puissance de cette famille contaminée. Et je trouve que les thérapeutes ont été admirables de résistance. Parce qu'effectivement, ils ont réussi à contaminer dans le non-dit, dans le secret, dans la confusion. Et je trouve Éléonore spectaculaire. Cette capacité à réveiller la famille, à essayer de faire dire les choses depuis le temps qu'elle s'y agite. Elle a fait des choses pour vous amener là. Et vraiment, je trouve très intéressant de garder à l'esprit toujours la puissance de contamination des familles, comment psychiquement elles peuvent envahir. Et il faut malgré tout continuer à réfléchir en direct live, en tenant compte du contexte de chacune des personnes présentes, de tous les psychismes, dans les allées et les retours. Enfin, bel exercice tout le monde, bravo. Non, moi je voulais aller dans un sens un peu complémentaire, à quel point c'est important, je trouve, ce que tu as dit à la fin, de valider le courage qu'ils ont eu de venir, et à quel point parfois, en tant que clinicien, on est tellement entraîné à voir les problèmes qu'on oublie de valider le positif, et je trouve ça vraiment très important. Moi, je voulais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai été interpellée par rapport à la demande qui a été faite par téléphone. On sent en effet que vous êtes entraîné et quand la mère est dans la demande et dans la plainte, mais commence à formuler sa demande, quand vous présentez un petit peu le cas de travail, vous dites que vous êtes 2 thérapeutes. La mère questionne en disant ça suffit pas, et la thérapeute dit non, c'est plus confortable pour nous d'être 2. Et sur une famille, j'ai envie de dire, en difficulté et qui démarre dans un travail d'entretien systémique, ça me semblait peut-être un petit peu insécurisant, de partir de rassurer les thérapeutes plutôt que d'expliquer pour quelles raisons, en effet, vous étiez 2 dans le cadre d'un entretien systémique familial. Non, je ne me moque pas du tout, c'est comment votre prénom, chère madame. Oui, Sophie. Non, elle est super la question que pose Sophie, vraiment. Et ça m'éclate parce que je me dis, là, il y a vraiment, enfin, je ne sais pas où vous êtes pour faire la réponse, mais ce qu'il y a dessus, il y a vraiment plusieurs choses à dire. Et il n'y a rien qui se passe de toute façon par hasard, même pas le coup de téléphone. Vous répondez à la question de Sophie? J'oublie pas, Jacques, qu'il faut que je réponde. Oui, ça fait 2. Voilà. Allez, go. Donc, quand je dis nous sommes 2 parce que c'est plus confortable, parce que nous avons l'idée que d'abord, premier point, pour bien travailler, il faut être confortable. Si on est déjà en déséquilibre, et l'assumer au fond, le fait de revendiquer un certain confort dans le travail. Voilà. D'être à 2 particulièrement, et Dominique le soulignait tout à l'heure, ça nous a permis de temps en temps, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais de communiquer entre nous sur ce qui se passait. Voilà. Et de pouvoir s'interpeller. Alors d'habitude on le fait beaucoup plus, mais là le contexte est... Nous-mêmes, on est dans un contexte complètement particulier par rapport à un contexte de cabinet, bien entendu. Et ça nous permet de communiquer effectivement sur ce qui se passe. Et tout à l'heure, quand on parlait d'amener les familles à communiquer sur ce que l'autre pouvait ressentir ou ce que l'autre nous présentait comme émotion, au fond, nous aussi, on vit cette expérience, on montre qu'on vit cette expérience ou cette dynamique relationnelle de discuter sur des ressentis ou sur ce qui se passe dans ces moments
d'être à deux, c'est le cadre qu'on a choisi. Et du coup, je pense que si on l'annonce, si on le nomme, et qu'on dit que c'est plus confortable et qu'on se dit entre nous que ça nous permet d'aller plus loin, je pense que ça a un côté complémentaire pour les familles. Je veux dire, si c'est notre cadre de travail et si on l'affiche et si on le nomme à la famille, pour moi, c'est pas un problème. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais ça fait partie de notre cadre de travail, ce cadre-là, et c'est le cadre qui nous permet de travailler avec la famille à une thérapie, à des moments thérapeutiques. Si, c'est très clair, mais c'était d'expliquer en effet le cadre de travail, pour quelles raisons vous étiez deux, le confort pour vous, ça j'entends bien, mais aussi peut-être expliquer à la famille quel sens ça avait pour elle d'être deux, et Voilà. peut-être par rapport à la richesse des interactions, Oui. par rapport à Tout à fait. l'échange que Ça, vous avez habituellement, on le fait, bien entendu, et on explique bien que d'être à deux, ça nous permet ensemble de pouvoir aller plus loin. Voilà, de pouvoir émettre des idées plutôt qu'une idée des idées d'une personne, mais ça permet de confronter nos idées avec les leurs et de les confronter de façon plutôt en réseau. Hein. Je veux dire, on élargit le réseau thérapeutique de la famille. Merci. Jacques, j'aurais besoin que vous me répétiez parce que là... T'as juste une minute parce que du coup tout s'enchaîne. Juste Roselyne, t'as pas précisé, alors si tu as l'idée, tu le fais si tu veux, mais juste, est-il possible que ça ait un sens pour cette famille? En plus de tout ce que tu viens d'expliquer, qui est global, hein, de la posture du thérapeute et de ce que ça renvoie de constructif à la famille et de l'assemblage qu'on crée tous ensemble. L'écothérapeute et la famille, on crée un assemblage unique. Mais est-ce que dans cette situation singulière, en une phrase de 10 secondes, tu peux faire un lien avec la famille? Très bien. Alors je propose un petit lien avec la famille avant de passer aux deux dernières questions. Et il n'y a qu'une minute pour chaque question. Mais le tout petit lien avec la famille, c'est quand même, en termes d'hypothèse, Éléonore, c'est l'aînée, si j'ai bien compris. Et elle a été adoptée. Alors je ne sais pas pourquoi dans cette famille-là, ils ont décidé d'adopter en commençant par l'aîné. Mais on peut commencer à imaginer des choses, de façon même statistique, avec les connaissances sociales qui sont les nôtres. On sait que des fois, quand les gens adoptent des enfants, c'est soit un choix politique, c'est soit qu'il y a un truc qui coince dans la mécanique, ou etc., entre eux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a de sûr, il y en a une deuxième qui arrive. Et on pourrait se demander, à l'intérieur de la famille, une, ça suffit pas? Tu me suis? Tu vois? C'est pas tout à fait rien. Moi, j'avais pas du tout fait le lien. Disons que je suis là pour ça. C'est vraiment les questions qu'on peut se poser, parce que toi tu dises ça au téléphone, c'est ton truc à toi, et c'est complètement ok. Par contre, que la dame le relève et te renvoie le truc déjà sur un mode bien cassant, ça suffit pas. Tu vois? Voilà. Là, on est déjà en train de parler d'autre chose au niveau de ce qui se passe dans la famille. Deux dernières questions et une minute à chacun avant de déclure. Moi, je ne connais pas du tout cet accueil de familles en difficulté. Donc, je suis un spectateur neutre à tout ce monde-là. Ce qui me surprend, c'est que la famille est venue avec les enfants, c'est déjà bien, puisqu'ils sont quand même assez rebelles. Et ce qui me surprend, c'est que les thérapeutes demandent aux parents ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Et les enfants qui ont fait l'effort de venir, je trouve et qui participent quand même, il n'a pas été demandé aux enfants est-ce que eux attendaient quelque chose de vous. Ça m'a un peu surprise. Donc effectivement, le fait de ne pas s'adresser directement aux enfants, c'est un choix, là aussi. Un choix thérapeutique, parce que vous avez fait attention, mais on demande, là, en l'occurrence, moi j'ai demandé à la mère de présenter ses filles, de manière à laisser les enfants dans leur place d'enfant, et de mettre le
premier niveau, oui. D'accord, vas-y. Oui, enfin notre idée c'est quand même d'aider les parents à aider les enfants. Donc c'est vrai qu'on va s'appuyer sur les compétences. À l'émergence, on va travailler à l'émergence de la compétence des parents. D'accord. Donc c'est sur eux qu'on va s'appuyer pour essayer de formaliser une première demande. Après, tu as remarqué que bon, on a travaillé l'alliance avec chacun, parce que quand ils sont arrivés, quand même, bon, les enfants qui amènent en même temps les parents à venir consulter, en même temps montrent beaucoup de résistance, paradoxalement, tu vois, à venir et à venir perturber même... voilà. Alors notre objectif, ça a été d'abord, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé par le problème, je pense qu'on l'a fait naturellement, parce qu'il y a des fois on commence effectivement par ceux qui posent problème, mais à tisser une alliance avec chacun d'entre eux pour qu'on puisse rentrer dans la problématique de la famille et qu'on puisse travailler sur une mise en mots, parce que ce qui nous présente beaucoup, c'est du comportement, d'accord, particulièrement les enfants. Voilà. Là où peut-être, moi je pense qu'on a péché un peu, enfin péché, là où il y a la place de Christelle, voilà, je ne sais pas ce qu'elle va en dire tout à l'heure, mais au fond, elle a presque été oubliée à un moment donné, Christelle, et c'est là je te suis, je te rejoins. On va être obligé d'arrêter. Et Jacques, alors juste la question de Jacques, et puis... Une minute. Voilà. Jacques, il faut que je la repose parce que... La fin. La fin. Non, c'est simplement pour avoir l'esprit, pour les thérapeutes, pour avoir l'esprit le plus disponible à ce qui se passe, il faut avoir des idées, mais pas trop. Et la question, c'est, est-ce que vous gérez le temps qui s'écoule et comment vous le gérez, ce temps qui s'écoule? Est-ce que c'est, on a bien du temps devant nous, ou bien il faut se dépêcher? On a des temps d'abord qui sont d'1 heure, mais la première fois, alors, parce que le temps il est intéressant, parce que souvent je n'ai pas de temps en même. On a remarqué, Roselyne. Voilà. Juste, on a une grosse pendule qui nous indique, mais pour le temps de la demande, on s'autorise à avoir au moins 3 séances. Voilà, et on se met au rythme de la famille. Vous allez avoir un mot chacun pour déclure, et comme on est sur la question du temps, je fais juste une remarque donc séquentielle. Ce qu'on a vu sur la dernière phase, la toute dernière phase, il y a eu un moment, parce que je veux souligner le travail d'écothérapeute, il y a eu un moment où il y a eu ce qu'on pourrait appeler, c'est très schématique comme je parle, mais une tentative de prise de pouvoir des enfants. Vous avez remarqué quand la question a enfin été amenée, juste avant la pause, quand la question a été amenée de « mais comment ça se parle? Est-ce que ça se parle vraiment ou est-ce que ça a l'air de se parler mais qu'on ne se parle pas des vraies choses ?» Vous avez vu, quand il y a reprise, il y a un putsch militaire qui est organisé par les 2 filles et elles prennent pendant un instant les manettes de la séance. Et là, l'écothérapeute réalise quelque chose d'extraordinaire, c'est que chacune d'elles avant s'est adressée directement aux filles, du genre « laisse-moi parler avec ton parent ». Voilà. Et là, par contre, elles bougent leur position. Elles ne combattent pas ce truc-là. Elles maintiennent juste l'interrogation de « alors, est-ce qu'on se parle vraiment ou est-ce que quand on se parle, c'est pas tout à fait se parler de ce qui est vrai ?» Tout le monde me suit bien? Elles ont maintenu cette position. Deuxième temps, c'est-à-dire premier temps, putsch militaire des enfants. Deuxième temps, elles bougent leur positionnement et au lieu de combattre avec les enfants, elles maintiennent juste l'interrogation, est-ce qu'on se parle vraiment? Et du coup, troisième temps, vous avez entendu, c'est pour ça que pour moi c'était déjà dans la poche, vous avez entendu le changement de posture complet des parents. On n'était plus en train de dépeindre des comportements problématiques, provoquants, etc. de l'une ou l'autre des ados. On était en train de parler, de commencer à parler, vraiment la touche finale le confirme, mais on a quand même un problème autour d'un petit événement. On ne sait plus très bien si ça s'est dit ou pas. Ils ont vraiment dû lire Dolto, mais l'appliquer, vous savez, au sens premier. On lui dit, ça sera fait. Vous voyez? Non, mais parce qu'ils sont sincères, ils ont vraiment dû lui dire. Voilà. Mais pas entendable, quoi. Voilà. Et là, on voit vraiment comment ils reprennent les choses dans une dynamique relationnelle et comment ils commencent à nommer une problématique qui devient travaillable. C'est-à-dire de celle, on a un problème autour de ça,
le père qui dit « moi je ne sais plus comment faire, comment relier ». Là on rentre dans des choses où on va pouvoir commencer à se poser et travailler sur cette dynamique relationnelle tous ensemble. Ça va? C'est bien, ça, vous voyez bien cette attente. Voilà, un mot chacun pour décrire. Un mot pour dire comment vous vous êtes senti. Juste un mot, je suis désolé. Juste un mot, je trouve que pour cette jeune fille qui enfin de son secret, j'étais un peu fait, je me disais, mais comment il faut repartir avec ça et comment les parents qui ont dit dans leur impuissance vont pouvoir aider à se. Donc moi, Christelle, je ne voulais pas que ça sache, parce que moi je ne sais pas si je suis adoptée ou pas. Voilà, et donc la problématique, c'est qu'à partir du moment où ça se dit, ça s'effondre aussi pour moi dans le ressenti de la place de l'acteur. Voilà. Moi je trouve que c'est assez extraordinaire le lien que tu as fait avec pas c'est suffisant. Parce que quand tu l'as dit, je me suis dit, moi j'avais pas du tout fait le lien. Donc, je trouve ça vachement intéressant en effet, parce qu'un enfant c'était pas suffisant. Et après, moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous rentriez en lien avec nous, avec beaucoup de respect. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui a fait émerger, sans doute très vite, parce que c'est l'assimilation. Je ne sais pas s'il aurait été aussi vite sur le secret. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très respectueux que vous mettez en place et qui fait que, du coup, on est en sécurité. En tout cas, moi, vraiment, la sécurité, c'est pareil. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que c'était émotionnellement très fort. Voilà. Un mot de sortie, Dominique et Roselyne. Moi aussi, je sentais un basculement à un moment donné, à partir du moment où je disais ça parle ou ça parle pas. Et pour rejoindre ce que disait Christelle, à un moment donné, j'ai pensé demander à Christelle, non pas demander à Christelle Betty, justement par rapport à la situation de Christelle, et vous en avez d'autres, des solutions en particulier. Et je ne l'ai pas fait. Ce que disait Annick, comment on discutait, si on parle de silence ou cette parole par les familles. Donc la puissance aussi du jeu, de la simulation, et soit travail en commun, mais les mêmes simulations. En un mot, je me suis retrouvée en panne à un moment donné, émotionnellement en panne. Je sais pas, voilà, je pense que j'étais vraiment très en lien avec cette famille qui était en panne elle aussi, et cette panne, je l'ai vraiment ressentie. Et donc, pour revenir sur la cothérapie, c'est ce qui nous permet, c'est l'autre qui nous permet de temps en temps de reprendre ce coup de respiration et de faire ce pas de côté. Voilà. Merci beaucoup à toutes les six. Il y a à peu près 1h20, je vous avais donné mon axe d'amélioration pour ne pas être dans l'urgence et dans la rapidité et être prise dans le temps. Ça va être difficile, parce que là on a déjà 20 minutes de retard, donc ça, je vais essayer de résister au fait de presser, pour quand même finir à l'heure qu'on s'était donné. Bien, alors maintenant, ce matin on avait parlé d'une boucle, on parlait de l'enfant qui arrivait au monde, ce parent qui naissait avec l'arrivée de cet enfant, et comme une boucle, il y a bien sûr jusqu'à la fin de vie. Joël Ducot, que nous allons accueillir, qui est psychologue, psychanalyste, et qui a une part de son activité dans une unité de soins palliatifs. Et dans cette unité, on l'appelle la Dame du couloir. C'est pour ça que le titre, c'est la Dame du couloir. Et en fait, elle va nous faire réfléchir sur cette question, en fait, quand on est parent, jusqu'à quand? Est-ce qu'en fin de vie, on se sent toujours parent? Où est-ce que ça en est, notre parentalité à ce moment-là? Et c'est vrai que l'enfant grandit, évolue, et se pourrait-il que le parent grandit, évolue, et jusqu'où? Voilà. Donc, à toi Joël, pour nous faire réfléchir à tout ça. Bien, bonjour. Donc, je suis Joël Ducot, je suis psychologue clinicienne. Je
Je suis orientée par la psychanalyse, lacanienne, mouvement. Voilà. Donc la dame du couloir, le couloir, parce qu'effectivement c'est comme ça que j'ai pu être repérée dans mon service. Je travaille dans une unité de soins palliatifs, c'est-à-dire c'est vraiment une situation où des choses aiguës se passent. Donc venir en parler ici, c'est quand même prendre le risque de parler de ce que c'est, ces moments très aigus où effectivement l'émotionnel envahit beaucoup. Et pour moi, c'est de prendre le risque de venir vous en dire quelque chose sans que justement cet émotionnel ne nous envahisse pas. Donc je voudrais m'excuser d'avance si certaines maladresses peuvent toucher certains, parce que voilà, on est tous concernés et que ça va toucher effectivement des points assez difficiles. J'ai essayé de prendre du recul, j'ai essayé malgré tout de surtout ramener ce que j'entends dans le couloir. Je ne travaille pas que dans le couloir, je vais aussi dans les chambres, mais le couloir c'est un moment, c'est un lieu de passage, c'est un lieu où on s'arrête, mais c'est aussi un lieu où on ne reste pas. C'est un lieu où on accueille, quand les gens sortent de l'ascenseur, ils arrivent dans le couloir. C'est aussi le lieu par où on repart, avec tout ce que ça peut avoir de particulier dans cet endroit-là. J'ai essayé de réfléchir à la problématique de la journée sur cette histoire de la parentalité, je dis bien histoire, pour voir comment peut-être elle se finit ou qu'est-ce qu'il en reste à un moment particulier ou la fin de la vie. Donc parler des préoccupations parentales en fin de vie. Est-ce que la fin de vie marque la fin de la parentalité? Voilà ma question. Est-ce qu'on meurt parent comme on l'a vécu? Qu'est-ce qui intervient d'une façon telle que l'être parent pourrait se méconnaître, disparaître ou bien se renforcer? Quel parent est-on à ce moment-là, moment de l'annonce d'un événement particulier? Je vais en parler comme d'un événement, c'est-à-dire quelque chose qui fait irruption dans le cours de la vie de quelqu'un d'une façon inattendue, même si c'était prévu, c'est quand même inattendu, et qui modifie le rapport de celui-ci à sa trajectoire. C'est un réel, dit-on, sur lequel le sujet se cogne. Ce réel, c'est le réel de l'absence. C'est l'annonce d'une séparation, voilà, d'une disparition. C'est la date de l'absence et de l'absence réelle. Alors, comment continuer à être parent à ce moment-là, au moment où s'annonce la disparition, le moment de ne plus apparaître? La présence n'a pas toujours besoin d'être réelle, physique, je pense que vous en avez beaucoup parlé, mais là, c'est une absence qui devient concrète et définitive. L'irruption de ce réel de la mort est incontournable. Qu'il surprenne ou pas, il fait signe et il va faire date. C'est une date qui marque un avant et un après, mais surtout un après définitif. Il est irréversible, il empêche les projections, les perspectives. On ne peut plus différer, on ne peut plus attendre à plus tard, que le temps arrange les choses. La fin, c'est le moment de mettre un point final. Excusez-moi, c'est pas très... Ce moment où de mettre un point final fait relier, relire, à rebrousse-poil, à contresens, le texte de la vie passée. Le point de la fin est clair et donne du sens à l'avant. C'est comme dans une blague. C'est la chute qui justifie ce qu'on a raconté. On regarde dans le rétroviseur et on ne regarde plus du même endroit. Et on ne sait pas bien ce qui va advenir. Le passé, le sens des choses, des désirs, du désir d'avoir ceux ou ses enfants. Ce moment où on interroge, justifie, dénonce, face aux énigmes et aux choix inexplicables de la vie. Alors quelles alternatives? Faire face, tel Winnicott qui s'attachera à maintenir une continuité d'être. Il va écrire un carnet autobiographique, une sorte de jeu imaginaire avec la fin de sa vie et sa mort. Et il s'imagine mort, essaie de revivre après coup comment tout ça s'est déroulé. Ou bien, une autre réaction, qui est certainement la plus fréquente, c'est l'effondrement psychique durable. Ce qui va faire ici traumatisme a certainement à voir avec un excès de savoir anticiper qui empêche de penser.
l'annonce d'une mort annoncée et d'une mort médicalement, scientifiquement annoncée. Un des effets de ce discours est l'effroi et le changement de statut. La femme annoncée fait du sujet d'abord un mourant. Le sujet en fin de vie est attendu comme un partenaire médical, autonome, capable de prendre des décisions pour lui, soit capable d'anticiper psychiquement sa mort, de la parler, de l'apprivoiser en vue d'être plus serein. L'idéal d'une préparation psychique à sa propre mort, permettant de faire le deuil de soi-même. Mais la mort n'est-elle pas irreprésentable? C'est ce que Freud va développer dans un texte de 1915 sur notre attitude à l'égard de la mort. Il nous dit « Le fait est qu'il nous est absolument impossible de nous représenter notre propre mort, et toutes les fois que nous l'essayons, nous nous apercevons que nous y assistons en spectateurs. Du coup, se dégage que personne ne croit à sa propre mort, ou que dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre immortalité. Je me sais mortel, mais je me veux immortel. » Alors comment passer de la sidération à l'attente de cette mort annoncée et ressentie au plus profond? L'effroi, le trauma de ce réel annoncé n'a pas pu être refoulé. C'est ça l'effroi. Et le sujet a besoin d'un autre pour se dégager de l'effroi. L'autre, celui qui peut parler, dire, écouter. Est-ce que les mobilisations à l'endroit de l'enfant peuvent permettre à un parent d'être au premier plan, le père, la mère, et ainsi lui permettre de passer de cette sidération à une élaboration plus construite, moins ravageante, quitte à la transformer en souffrance? Ce qui se vit peut mettre face à une telle faiblesse que l'ordre des choses, des rôles est inversé. Mais encore faut-il accepter. Un parent peut-il baisser les bras, la garde, les armes? La parentalisation de l'enfant prend là une tournure particulière. La vie du parent peut dépendre, en partie, de son enfant du côté des besoins réels, vitaux, tout en sachant que c'est de toute façon pour en mourir. J'ai besoin de toi, mon enfant. Mais jusqu'où? Jusqu'où peut-on solliciter un enfant? Je vais faire référence à deux petites situations. Une qui vient d'un roman de Noël Châtelet, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle La dernière leçon. C'est le texte d'une fille qui raconte tout le parcours fait avec sa mère qui a décidé de se suicider. Et l'autre texte, c'est un film, qui a peut-être un texte au départ, c'est l'exemple qui est mis en scène le choix d'une vieille dame aussi de se tourner vers le suicide assisté et comment les choses vont se passer avec leur enfant. Ça s'appelle Pour quelques heures de printemps, avec Vincent Lindon. Je retourne les références. Vous connaissez? Donc dans le premier, la leçon, la dernière leçon, la vieille dame annonce son suicide prochain et elle demande à ses enfants d'accepter son choix. Voilà. Son projet de mère va être de les préparer. Elle reste mère, elle est au travail. Et elle va dérouler d'une façon très pédagogique toute sa démarche. Elle a tout pensé pour ses enfants, pour les amener en paix jusqu'au bout. Mais là où elle va se faire surprendre, c'est l'insupportable dont l'enfant va témoigner le jour où elle dit « C'est pour le 7 octobre ». L'enfant a 50 ou 40, je ne fais pas de différence d'âge. L'enfant qui a compris et a accepté ce choix va s'effondrer. Elle ne comprend pas, elle est surprise. Elle pensait les protéger en leur évitant une mauvaise surprise, en les prévenant. Dans le deuxième exemple, une vieille dame donc choisit le suicide assisté. Le fils est convoqué pour rencontrer les gens de l'association suisse. Il doit comprendre, accepter et participer. C'est-à-dire que c'est lui qui amène sa mère en Suisse. Il est près du lit, seul, chevet, et il l'accompagne jusqu'au moment d'avaler la cellule. Alors faire de son enfant le témoin de l'impossible à continuer de vivre, pour lui donner de l'espoir, du courage, en lui montrant que c'est possible de choisir son destin, même quand il est funèbre,